Bonjour à toutes et tous. Donc, je me présente, je suis Thierry Feuillet, je travaille comme ingénieur d'affaires chez Pfeiffer Vacuum. Donc, Pfeiffer Vacuum est une société internationale avec 2 gros sites de production, notamment en Allemagne, à Aslar et à Annecy en France. Nous sommes spécialisés dans le pompage, l'instrumentation, pompage à vide, instrumentation vide et détection de fuite, test d'étanchéité, donc hélium et hydrogène. Donc la présentation est en anglais, avec votre accord, je la fais en français, vu que je remplace plus ou moins au pied levé un de mes collègues mon collègue qui n'a pas pu faire la présentation. Voilà, j'espère que vous serez tolérants à mon endroit. Donc, voilà. Nous allons parler de tests de fuite, donc tests de fuite ou tests d'étanchéité. Donc on va regarder des points de vue régulation. Qu'est-ce que les régulations demandent en termes de tests de fuite, à la fois sur les stacks et à la fois sur les BPP. Et après, je vais vous parler rapidement de quelques tests et méthodes alternatives à ces tests de fuite qui sont recommandés par la régulation. On a un exemplaire sur notre stand qui est juste à la sortie. Donc aujourd'hui, si on regarde la régulation, où est-ce que je peux trouver des informations de pass-fail, c'est-à-dire de tests oui, non, go, no go en production? Alors il y a des brochures qui ont été éditées par des universités allemandes et par des associations d'engineering, RWTH, et WDMA. Et donc l'idée, c'est de faire des tests sur des stacks avec un taux de fuite et définir le taux de fuite du stack. Donc le taux de fuite, en fait, il est exprimé, vous voyez, une unité un petit peu barbare qui s'appelle le millibar litre seconde. Alors un millibar litre seconde, ça veut dire qu'un volume de 1 litre va perdre 1 millibar ou va gagner 1 millibar s'il est sous vide chaque seconde. Donc là, vous voyez que dans la recommandation, on demande une fuite maximale de 1 10-1 millibar litre seconde. Un 10-1 millibar litre seconde, si vous mettiez un pneu dans l'eau avec cette fuite, vous auriez une bulle de 2 mm vous auriez 10 bulles de 2 mm par seconde. Ce qui veut dire qu'on part du principe qu'un stack peut fuir. Après, si on considère qu'il y a 2 km de joint dans un stack avec 400 étages, on peut imaginer que ça puisse fuir. Alors, les tests qui sont envisagés, alors donc là, on avait le taux de fuite sur le stack et le taux de fuite sur le BPP. On voit que le taux de fuite unitaire, dans la mesure où on va stacker différents étages, va être un petit peu plus exigeant. Donc en fait, les 2 méthodes considérées, on voit ici la méthode de pressure decay, qui est une méthode de variation de pression. Sur le petit schéma en vert, la pression ne va pas varier au cours du temps, va rester relativement constante dans un secteur autorisé. Et en rouge, on voit qu'il y a une trop grosse perte de pression, donc ça veut dire que le stack ou le BPP va fuir. Le flow test, on va le voir, on va mesurer le flux directement de fuite qui va sortir de la pièce. Donc, si on regarde une autre régulation, qui est la régulation IEC 62282, on doit faire un test de fuite. Alors, ce test de fuite doit être fait par le fabricant pour donner des informations à son client qui va faire après l'intégration de son fuel cell dans son système. Donc, le fabricant va devoir donner des valeurs de fuite. Donc, il va devoir tenir compte des conditions dans lesquelles le fabricant a fait le test, c'est-à-dire ramener ça à des conditions standards. Alors, conditions standards de pression, par exemple, c'est des conditions standards de pression, 1013 millibars à l'atmosphère, de température, bien préciser avec quel gaz il fait les tests et avec quel gaz il va travailler. Et on ajoute un coefficient de sécurité de 1,5. Et c'est cette valeur que le fabricant de fuel cell doit donner à son intégrateur. Et ça sera à l'intégrateur de prendre les mesures adéquates au niveau de la ventilation, par exemple, pour éviter qu'il y ait des accumulations d'hydrogène qui feraient qu'on soit dans les LEL ou LIE, qui, je vous rappelle, est de 4% dans l'air. Donc, c'est des mesures qui doivent être données par le fabricant du stack. Donc, cette mesure doit être fournie, comme je vous ai dit. On doit aussi faire dans la recommandation des tests. Donc, des tests répétitifs. Donc,
qu'on doit faire, je crois qu'on doit faire un minimum 5 tests de mémoire, et on doit ne pas avoir un écart supérieur à 10% entre deux. Alors, c'est les tests de la même pièce, hein, on s'entend bien. On doit avoir un écart de 10% ou de 5 SCCM, qui est un écart de 9-10-2 millibars litre seconde. Donc ça, c'est ce que donnent les recommandations. Il y a aussi un standard qui s'appelle le standard ISO 22734. Ce standard ISO définit comment dirais-je, va définir des standards pour ce qui est fabrication de cellules électrolytiques et aussi de fuel cell. Donc là, cette norme ISO 22734 va dire qu'on ne doit pas avoir de variation de pression dans une durée de 120 secondes. Donc ça veut dire par exemple que si on a une pression de 35 bars de service, une jauge qui a une résolution de 0,1%, donc une jauge à vide, c'est une résolution qui est courante. Déjà, on a déjà une bonne jauge quand on a 0,1%. La résolution de la jauge, vous voyez qu'elle est de 35 millibars. Donc il ne faut pas que cette jauge, elle bouge pendant une période donnée de 120 secondes. Donc à partir du moment où on a une donnée de pression, une donnée de variation de pression, de volume et de temps, on peut définir un taux de fuite, puisque l'unité, je vous rappelle, millibars litre seconde, et on est capable d'avoir, vous voyez, le taux de fuite correspondant, par exemple sur cet exemple, on serait à 1,2 10-1 millibars litre seconde. Dans le monde de la fuite, c'est considéré comme des très grosses fuites. Pour nous, les détecteurs de fuite, on est quasiment à la limite de sensibilité haute de la fuite. Un détecteur de fuite hélium, par exemple, tel qu'on va l'utiliser par exemple dans la recherche, on voit 10-11 millibars litre seconde, 10-10 millibars litre seconde. 10-10, c'est un briquet qui va mettre 4 millions d'années à se vider. On est capable d'identifier ces fuites. Vous voyez, donc c'est pour vous donner un petit peu une échelle des fuites qu'on peut avoir dans un stack. Ensuite, alors la méthode traditionnelle, hein, je vous les résume. Ici, on va avoir une enceinte. P en haut, ça va être une jauge à vide. S'il y a une fuite, on va voir une variation de pression sur la jauge à vide. Donc on dit ma pièce est fuyarde. On prend un chrono, on regarde de combien dérive l'aiguille, on est capable de voir la fuite. La deuxième méthode, c'est la méthode de mesure de flux. D'accord ? Cette méthode de mesure de flux, en fait, on va prendre la pièce, on va alimenter cette pièce avec de l'air comprimé, et on va voir s'il y a une fuite en sortie ici, on va avoir un flux à l'entrée de la pièce pour compenser la sortie ici. On va mettre ici ce qu'on appelle comment dirais-je, je cherche le mot. On va mettre un mass flow. On va mettre un mass flow ici, donc qui va mesurer le flux qui passe ici, et le flux qui passe ici est exactement le flux qui va sortir à ce niveau-là. Par conséquent, on va être capable de mesurer. Alors ça, je vous rappelle que c'est des méthodes qui vont donner des taux de fuite qui sont relativement élevés. C'est des méthodes qui ont quand même, des drawbacks, qui ont quand même des inconvénients. Il y a un inconvénient majeur. Vous vous rappelez, on parle de variation de pression au cours du temps dans un volume donné. D'accord ? Si le volume augmente, on pourrait avoir un souci, c'est qu'on pourrait avoir une variation fantôme de pression, enfin de flux qui serait mesuré, non pas à cause d'une fuite, mais à cause du volume qui augmente. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un matériau, vous le savez tous, son volume peut être proportionnel à la température. Si la température augmente, le volume va augmenter par dilatation, et par conséquent, on pourrait avoir une fuite virtuelle qui se créerait. Or, quand on va pressuriser une enceinte, quand on pressurise, il y a élévation de température. Donc cette élévation de température, qui peut mettre du temps à se stabiliser, peut générer des fuites. Donc il faut un certain temps d'équilibrage de pression à l'intérieur de la cellule quand on fait le test. Ce qui peut, si on veut travailler à des cadences élevées, être problématique. Donc le temps de stabilisation peut être long. Et puis il faut que la pressurisation soit bien uniforme dans la pièce. En fonction de la géométrie de la pièce, quand on pressurise, il peut y avoir des bouchons qui se créent à différents moments. Donc ça peut impacter le test. Donc, si on ne peut pas tester le stack tout entier, on peut aussi tester des parties du stack, ou alors unitairement les divers éléments du stack. Donc, il y a une norme qui s'appelle la norme NFEN 1779 ou ISO 20485 qui définit les méthodes de test non destructifs de fuite. Donc, ces méthodes de test non destructifs, elles sont listées ici. Le test en bombing,
le test en variation de pression, donc qui a été donné. Donc le test en variation de pression et en mesure de flux, on les a vus ensemble. Il y a d'autres méthodes. Alors le test en bombing, ça c'est des méthodes qui sont utilisées uniquement pour des petites pièces. Je vous en parle en 2 secondes. Si je voulais tester l'étanchéité d'une montre, ce que font les fabricants de montres haut de gamme, je prends la montre, je la remplis je la mets dans un réservoir avec un gaz traceur, je la pressurise à X bar. Et ensuite, une fois que je l'ai pressurisée, je la mets dans une autre enceinte et je regarde les gaz, si ce gaz traceur qui est rentré va ressortir. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire sur des petites pièces qui n'est pas adapté à ça. Après, il y a le test par immersion. Donc, le test par immersion, c'est un test qui va... comment dirais-je c'est un test que vous avez tous fait une fois dans votre vie, c'est le test à la bulle. Je prends mon stack, je le mets dans l'eau et je regarde s'il y a des bulles qui sortent. Pas de bulles, c'est super. Des bulles, il fuit. Vous voyez tout de suite l'inconvénient, c'est que votre stack, vous avez des risques de corrosion. Il va falloir le sécher, ça va être compliqué. Donc, on va oublier cette méthode. Ensuite, on va avoir des méthodes dont je vais vous parler un petit peu plus, qui sont les tests par accumulation et par, comment dirais-je, ça va être un mode de test global dans une enceinte. Donc, le test par accumulation, comment ça va se passer? Je vais utiliser un gaz traceur. Le gaz traceur, on en utilise 2 dans l'industrie. Le premier, c'est l'hélium, qui est un gaz qu'on peut trouver relativement facilement, même s'il est de plus en plus cher. C'est un gaz qui est relativement rare dans l'air. Donc, s'il y a de l'hélium qui sort d'une pièce, il va être facilement identifiable parce qu'on n'a pas un énorme bruit de fond dans l'air. Si je testais à l'azote, j'aurais un problème parce que j'ai 80% d'azote dans l'air. Donc, on va utiliser l'hélium. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pressuriser ma pièce à l'hélium et je vais donc mettre X bar, de préférence la pression de service, de façon à avoir des contraintes qui sont les mêmes contraintes qu'en service, pour pas qu'on omette d'ouvrir des fuites si on pressurisait trop bas. S'il y a une fuite ici, on va avoir une accumulation d'hélium qui va se faire. La concentration en hélium va augmenter. Et ici, on a un appareil qui est un spectromètre de masse dont le travail va être de mesurer la concentration d'hélium à l'intérieur de la chambre. S'il y a fuite, la concentration d'hélium va augmenter. Si la concentration d'hélium augmente, à ce moment-là, on sait que la pièce est bonne et pas bonne. Il suffit de fixer un seuil, et en fonction de ce seuil, fuite, pas fuite. Alors, on peut travailler avec de l'hélium pur, ce qui peut coûter un peu cher à la longue, et on peut travailler à l'hélium dilué, par exemple à 1%. Problème, si je dilue mon hélium, je vais avoir beaucoup moins de molécules d'hélium qui vont sortir ici. Par conséquent, mon temps d'accumulation va être beaucoup plus long et ça va être problématique. Le deuxième gaz qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle le forming gas. Ceux qui ont fait de la soudure TIG doivent connaître. C'est de l'hydrogène à 5% dans l'azote. C'est ce qu'on utilise comme gaz protecteur quand on fait de la soudure. Ce forming gas a un avantage, c'est que les détecteurs de fuite de ce type sont capables aussi de voir, les industriels, on les conçoit, de façon à avoir de l'hélium et de l'hydrogène. Par conséquent, on peut s'en servir comme gaz traceur. Il faut savoir que dans l'air, il y a très peu d'hydrogène. Il y a encore moins d'hydrogène. Alors, c'est l'espèce la plus répandue dans l'espace, mais dans l'air ambiant, on a 0,5 ppm d'hydrogène dans l'air qu'on respire. C'est-à-dire qu'on n'est pas embêté par le bruit de fond. Donc, dans ce cas-là, on peut pressuriser à l'hydrogène, sauf qu'on va obligatoirement utiliser de l'hydrogène à 5% pour des raisons de sécurité. Alors, il faut savoir qu'à 5%, l'hydrogène dans l'azote n'est ni explosif ni inflammable à cette concentration. Donc, on va utiliser ça. Petit inconvénient, je suis à 5%, donc mon temps d'accumulation va être plus lent que si j'utilisais de l'hélium. Méthode suivante, le test donc, sous vide global. Dans ce cas-là, je vais prendre ma pièce, je vais prendre la pièce que je vais pressuriser au préalable avec mon gaz traceur, qui est l'hélium ou qui est l'azote hydrogéné. De préférence, on va le faire à l'hélium, ici. Et je vais pomper à l'intérieur de l'enceinte, ici, pour abaisser le bruit de fond de l'hélium. Donc, je vais augmenter ma sensibilité parce qu'autour de la pièce, j'aurai très peu de gaz traceur. Donc, s'il y a la moindre fuite ici, et c'est pour ça que là, on peut aller chercher de la fuite à 10-5, 10-6, eh bien, bingo, je peux l'avoir parce que je vais avoir une très bonne sensibilité. La moindre quantité d'hélium va être pompée par le spectromètre qui va être capable de faire le test ici.
Donc ça, c'est les tests qu'on va utiliser en alternative pour ce genre de choses. Donc là, c'est un bref résumé. Le pressure decay, c'est-à-dire la variation de pression, les tests officiels et les mesures de flow comme ça, c'est des méthodes qui sont très peu coûteuses. Vous achetez un mano, vous achetez un chrono, et puis vous pouvez déjà faire un test en variation de pression, en prenant bien entendu les précautions. C'est un test qui est quantitatif dans tous les cas. On peut les faire à l'air, c'est l'avantage. Les premières méthodes dont je vous parlais, on peut calibrer, on peut automatiser ces tests. Le cycle de test, je vous en ai parlé, peut être assez long. La limite de test est plutôt élevée. Par contre, si c'est pour tester un stack complet, ça va. Si on veut tester un élément seul, ça devient compliqué. Et puis, on est très sensible aux variations de température et aux variations de pression. L'intérêt, c'est que les coûts sont relativement faibles, je vous en ai parlé. Le test en flux, on est à peu près dans les mêmes choses. Lorsqu'on va travailler avec un gas traceur, ici, donc on peut être quantitatif et ainsi de suite, on peut tester. Je vous montrerai aussi un autre avantage. Ensuite, le gros intérêt, c'est qu'on peut avoir des temps de réponse extrêmement rapides et des sensibilités extrêmement importantes lorsque l'on veut trouver une fuite sur ce genre notamment sur les BPP. Donc là-dessus, ça devient vraiment intéressant parce qu'on peut chercher des petites fuites, je vous ai dit, dans le genre de 10-5, 10-6, qui n'impacteront en rien. Même si on avait 400 pièces à 10-5 dans un stack, il est évident qu'on pourrait être même bien meilleur que ce qui est demandé. Aujourd'hui, il y a une tolérance à 10-1 millibar litre seconde. Rien ne dit que la législation ne va pas évoluer. Ça a été le cas, par exemple, pour tout ce qui est RAC, c'est-à-dire réfrigération air conditionné, où les tolérances de fuite sont devenues de plus en plus faibles au cours du temps. Donc, le coût initial peut être plus élevé. Par contre, on va avoir, je vous dis, cette sensibilité qui va être bien meilleure. Donc là, on a différents types de tests qu'on peut faire. Donc le test sur le stack complet, on peut voir 10-2 millibar litre seconde. Un cycle de test complet, 60 secondes, si on travaille en accumulation, ici. Et si on veut travailler en vacuum test, donc là, vous voyez, c'est l'enceinte à vide dans laquelle on va mettre le BPP. On va pomper cette enceinte, je vous rappelle, et là, on va avoir des temps inférieurs à 30 secondes. Le gros avantage de ce test, c'est ce qu'on a sur le petit appareil, c'est qu'on a la possibilité ici de faire une localisation. C'est-à-dire qu'on a un système de sonde de renifleur manuel, et lorsque on va avoir une pièce qui est fuyarde, on a la possibilité, en déplaçant une sonde qui va aspirer et renifler l'air, d'être capable de localiser la fuite à tel endroit, tel endroit, et être capable de savoir où est-ce que ça fuit. Ça peut être un problème de serrage, par exemple, des vis au niveau du montage du stack qu'on est capable d'identifier. Donc, on a le test global dans tous les cas qu'on avait vus, mais en plus, avec le test en gas traceur, la cerise sur le gâteau, ça va être le test local qu'on va pouvoir faire. Voilà. Différents types d'appareils fabriqués par Pfeiffer Vacuum pour ce genre de test. Ici, ça, c'est un test qui fait une mesure de variation de pression, des détecteurs de fuite hélium ou des détecteurs de fuite hélium ou hydrogène. Vous en avez un qui est sur le stand avec sa sonde de reniflage pour faire du test de localisation de fuite. J'en ai terminé. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. On peut vous passer un micro s'il y a des questions. Donc j'ai été complet, si je comprends bien. Bon, c'est tout bon? Bon, je vous remercie. Bonne journée.